Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, nous n'irons pas jusqu'au bout de la chanson, sinon nous allons nous mettre tous à pleurer dans le studio de RCJ. Magnifique texte de Jacques Brel qu'il avait écrit après avoir perdu ses parents, et ces mots, nous les faisons nôtres quand une grand-mère, un grand-père, une mère, un père nous quittent. Mais ce poème, Jacques Brel l'avait composé et chanté en 1963. Depuis, les vieux ont bien changé. Pour reprendre les mots de Jacques Brel, aujourd'hui, ils parlent et ils rient, ils voyagent, ils travaillent, ils aiment et ils rêvent. Le petit chat est même parfois là, qui leur tient compagnie, et la pendule d'argent a fait place au mobile, qui leur donne le temps, mais jamais ne ronronne. D'ailleurs, on ne dit plus les vieux, on dit les seniors, on dit les aînés, qui revendiquent le droit au bonheur parce qu'ils savent, comme Kafka, que le bonheur supprime la vieillesse. Jeanine Boissard, 89 ans, auteur à succès et plume alerte, ne démentira pas. Alors quand des EHPAD, au nom de l'argent roi, les privent de ce bonheur, scandale. Eliane Lévy, qui avait placé ses parents dans l'EHPAD Orpea, nous dira sa colère. Et maître Sarah Salman, qui recueille les plaintes des familles, nous dira son combat. Du coup, une question se pose et s'impose sur notre rapport à la vieillesse. Par quoi remplacer l'EHPAD en cas de défaillance? Par l'aide à domicile, répondra Nathalie Cohen-Bezerman, qui nous présentera sa société Senior Compagnie. Et ma consoeur, Nathalie Lévy, confirmera qu'elle a réussi à aimer, dit-elle, sa grand-mère tout en travaillant. Chateaubriand disait de la vieillesse qu'elle était autrefois une dignité et qu'elle était devenue une charge. Ce mot, vos réflexions pour nous tous. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Quand on paie 6 000 € par mois, parfois plus, à un établissement où l'on est censé être aidé, soigné, câliné, mais où très vite on est oublié, délaissé, parfois même maltraité, cela s'appelle un scandale, Églantine Delalleux. Des personnes âgées rationnées, abandonnées dans leurs excréments ou laissées sans soin pendant des jours. Il y a 2 semaines, la parution du livre Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet a provoqué un séisme médiatico-politique. Fruit de 3 ans d'enquête, le livre décrit des maltraitances, une obsession de la rentabilité au détriment de la santé des résidents du groupe Orpea, des propos formellement démentis par la direction qui parle d'une volonté manifeste de nuire. Et ces révélations ont provoqué un véritable choc. Sur France Inter, la semaine dernière, la ministre chargée de l'autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, a annoncé l'ouverture de 2 enquêtes administratives. C'est une première parce qu'il faut taper fort pour bien montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce pays, dans une activité qui est lucrative, mais qui ne doit pas être lucrative au détriment de la bientraitance. Depuis une dizaine de jours, des centaines de témoignages affluent quotidiennement dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Au micro de BFM TV, plusieurs familles ont témoigné des maltraitances que subissaient leurs proches dans les EHPAD Orpea, mais aussi dans d'autres EHPAD publics et privés. À plusieurs reprises, ma mère est tombée par terre, a eu plusieurs bleus, une fois du côté droit, une fois du côté gauche. Ma mère sonnait. Et comme elle avait toute sa tête, je sais qu'elle disait la vérité. De nouvelles propositions, Paul, gouvernementales afin d'éviter ces dérives devraient voir le jour d'ici quelques semaines. Merci Églantine, bonjour. Eliane Lévy, bonjour. Merci d'être là. J'imagine que vous n'avez pas été surprise par les révélations de notre confrère Victor Castanet. Absolument pas. C'est ce que nous avons vécu pendant 8 ans. Mes parents étaient à Orpea, les bords de Seine-à-Neuilly, en 2011. Donc en fait, mes parents ne pouvaient plus être maintenus à domicile. Nous avons de manière urgente été obligés de chercher un établissement. Mon papa, lui, voulait absolument continuer à prendre en charge ma maman. Donc mon papa était valide avec toute sa tête, mais avait des difficultés pour se déplacer. Ma maman avait été Alzheimer, mais par contre, elle était en état de physique super top. Mais il voulait continuer à l'accompagner. Il ne voulait pas être séparé de ma maman. Donc nous avons cherché un établissement qui pouvait accueillir mes parents ensemble. La difficulté du moment, donc c'était en 2011, c'était que en fait, à l'époque, il n'y avait pas de place comme ça. Comme aujourd'hui, on peut trouver facilement une place dans un établissement, dans un EHPAD. Il fallait être sur liste d'attente, en fait. Donc, du coup, nous nous sommes retrouvés à Neuilly, un établissement qui venait d'ouvrir, un Orpea qui venait d'ouvrir. Il y avait très peu de résidents à l'époque. Nous avons fait une visite et effectivement, on a été vraiment, pas ravis, oui, de pouvoir mettre nos parents dans un tel établissement. Les chambres étaient super confortables. Au niveau de la restauration, il y avait une très belle salle à manger avec des nappes blanches et un maître d'hôtel. Enfin, quelque chose que l'on ne connaissait. Il y a
voilà, une piscine, un endroit de luminothérapie, musicothérapie, une salle de kiné, des terrasses. Vous Enfin, étiez vraiment séduit quelque chose. On d'emblée. était séduits vraiment Et par le vous lieu. payez combien pour vos deux Alors, parents c'était à 6 l'époque 000 euros par personne et donc par mois. Donc 12 000 euros. Donc séduit en arrivant, et vous avez assez vite déchanté. Alors, nous avons assez vite déchanté dans la mesure où nous devions systématiquement être présents pour chaque dysfonctionnement. Donc la chance que l'on avait au début, c'était que mon papa était avec ma maman, donc tout le moindre dysfonctionnement, c'est lui qui nous appelait pour nous dire voilà ce qui se passe, et il n'osait pas dire quoi que ce soit de peur de représailles. Ça, c'était quelque chose qui était très très difficile pour lui. Il avait peur de mal le dire et que les soignantes... C'est un mot terrible. Hein. En fait, ce qu'il disait, on n'est pas en prison, on est dans un EHPAD. En fait, il avait peur que du coup, on lui donne pas à manger ou il avait vraiment peur de ça. Donc nous, on intervenait, on leur disait voilà, et donc les dysfonctionnements qu'on a pu quand ils étaient ensemble, c'était... Mais le truc majeur, c'était les médicaments. Les médicaments étaient posés par l'aide-soignante sur les plateaux repas du soir. Et en fait, ils ne s'assuraient pas que les personnes prenaient leurs médicaments. Donc mon papa était allongé, ma maman, avec son plateau repas, parfois ne prenait pas ses médicaments. Et il revenait, il ne vérifiait pas si les personnes prenaient les médicaments. Au niveau de l'hygiène, il y avait des problèmes. On ne leur lavait pas les dents, enfin, l'hygiène, les vêtements, enfin, tout ça, c'était vraiment... Et il y a eu une première alerte très sérieuse quand... votre maman a fait une fugue. Et ma maman, un soir, a fait une fugue. Elle est partie à 2h du matin, elle s'est habillée, elle est sortie de la chambre. Mon papa a cru qu'elle allait faire un tour et déambuler, comme cette pathologie entraîne les déambulations. Et en fait, elle est pas revenue au bout d'1h30. Donc là, il a signalé sa disparition, en fait. Hein. Ils ont commencé à la chercher, ne l'ont pas trouvée dans l'établissement. On nous a appelés à 4h du matin. Et là, ce qui était quand même incroyable, c'est qu'il n'y avait que la directrice. Il y avait une seule personne qui était là pour nous aider, et ce sont mes sœurs et moi et nos maris qui avons fait la recherche de ma maman dans l'établissement de manière structurée. Impossible de la trouver. Alors, dans un établissement aussi luxueux, j'imagine qu'il y avait des caméras. Mais c'est ce qu'on nous a dit, et vous inquiétez pas, il y a les caméras. On a voulu voir les caméras, elles ne fonctionnaient pas, et surtout, porte ouverte. Donc il y a eu une porte qui avait été laissée ouverte et ma maman a quitté l'établissement. La crainte que l'on a eue, c'était les bords de Seine, donc on traversait la rue, il y avait la Seine, et là, on a eu vraiment peur qu'elle soit... Bon, voilà, elle avait plus sa tête. Hein. Et en fait, on a retrouvé ma maman 3 heures plus tard, vers 7h du matin. On a porté plainte au commissariat, bien évidemment, pour qu'il la recherche, parce qu'ils nous ont expliqué qu'il fallait absolument qu'on la recherche et qu'on la retrouve dans les 12-24 heures. Comme étant Alzheimer, elle n'aurait pas su qui elle était. Elle pouvait devenir SDF. Donc, je ne vous dis pas l'angoisse. Et d'ailleurs, quand vous l'avez retrouvée, elle avait déjà des égratignures. Elle était tuméfiée. Voilà. Elle avait traversé tout Neuilly. Elle était arrivée dans le 17e. Elle avait le visage tuméfié, les lunettes complètement cassées. Elle était complètement... Et en fait, c'est un commerçant qui l'a retrouvée en ouvrant son magasin le matin. Donc, nous, on a voulu porter plainte à ce moment-là. Mais pareil, mon papa nous a dit, je vous en prie, ne dites rien, c'est pas grave. Et la directrice nous a dit, s'il vous plaît, voilà, c'est la première fois que ça arrive. Donc, en ce qui concerne votre papa, 6 000 euros pour lui par mois et la peur au ventre. Et la peur au ventre, voilà. Donc, nous, personnellement, on n'avait pas les moyens de payer ça, et, cette somme-là. Et en fait, on a vendu leur appartement pour leur permettre de vivre et qu'ils aient... Alors, c'est vrai que c'était luxueux, mais en fait, quand on visitait les autres établissements, c'était vraiment... pas non plus super bien. Quoi. Votre papa, malheureusement, n'est pas resté très longtemps. Tout à fait. Un an plus tard, quasiment, Même 9 pas, mois oui, plus voilà. tard. Et, il est parti, votre maman est restée seule. Et les difficultés se sont poursuivies pour votre maman, parce que Alzheimer mais exclut des lieux de convivialité ou des lieux de vie de cette EHPAD. Tout à fait. Donc là, on nous a demandé que maman puisse... On nous a demandé, il a fallu que maman intègre l'unité protégée de la résidence, donc l'unité protégée où effectivement il y a un digicode. Là, en fait, les résidents, il y a une quinzaine de résidents qui sont enfermés dans cette zone, on va dire. Chacun a sa chambre et avec un lieu de vie commun. Nous, on voulait quand même que maman, parce qu'on continue à payer les 6 000 euros par mois, on voulait qu'elle puisse profiter de la restauration, par exemple. Et là, une ou deux fois, ils ont emmené maman, mais la pathologie dérangeait les autres résidents. Donc, du coup, on nous a demandé de la laisser, qu'elle continue à déjeuner dans l'unité protégée. Et là, effectivement, la difficulté qu'on avait, c'est qu'on n'avait plus les yeux de papa pour nous dire ce qui n'allait pas. Et donc, privé même de ce lieu de luminothérapie. Donc oui, alors, on a demandé, en fait, on était vraiment révoltés par le fait qu'elle ne puisse pas sortir, parce que c'était ça le deuxième problème, c'est qu'ils ne sortaient jamais les résidents. Donc, l'établissement ajoutait de la solitude à la solitude. C'était, comme ma sœur me dit, c'était la prison dorée. C'était vraiment, ils étaient enfermés dans ce lieu, pas assez de moyens
moyens pour sortir. Il y avait des animations placardées partout dans la maison de retraite, dans les ascenseurs en disant concert cet après-midi, intervention magicien, etc. Et on ne les emmenait jamais. Quand on leur disait, mais pourquoi vous ne les descendez pas? Mais vous aviez fait des recours. On n'arrêtait pas. En fait, ce que l'on faisait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un dysfonctionnement, on n'arrêtait pas de se plaindre au niveau de la direction. Donc, on était toujours écoutés. C'est-à-dire qu'il y avait toujours quelqu'un qui nous écoutait, mais ça ne changeait rien. Et puis un jour, on s'est rendu compte qu'en disant ARS, là, ça suffit. On n'en peut plus. On va faire quelque chose auprès de l'ARS. Du coup, ils mettaient en place... Agence régionale de santé. Excusez-moi, oui. Et ils mettaient en place des réunions de coordination. Donc là, on avait la directrice, la responsable des infirmières, la responsable des aides-soignants, enfin tout le staff qui était présent pour proposer une solution où ma maman pourrait se sentir mieux avec vraiment des... Et nous, on croyait à ça. Donc en fait, on validait le projet. Il y avait plus de sorties qui étaient organisées. On nous montrait même des plannings. Mais en fait, ça passait 1 semaine, 2 semaines, et puis après, ça retombait parce qu'il y avait un réel manque de moyens, en fait. Merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement précis et très émouvant. Restez avec nous, Eliane Lévy. Sarah Selman, bonjour. Maître Sarah Selman, vous êtes avocate et vous écoutiez attentivement Eliane Lévy. Vous n'avez pas été surprise par ce témoignage aussi précis d'ailleurs et aussi accablant pour les parents. Malheureusement, absolument pas surprise, sachant que les premiers dossiers que j'ai eus en mars 2020, c'était pour les EHPAD Orpea, Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Paris 16e. Donc ce sont les EHPAD Orpea les plus chers, mais j'ai envie de dire, même si on payait 500 €, ça ne justifie pas ces maltraitances. On voit des gens qui se saignent toute leur vie. Là, on voit que Madame Lévy a vendu un bien immobilier. Et le résultat, c'est même pas un service minime, c'est que même en prison, on est nourri tous les jours. Et je trouve ça extrêmement choquant. On parle de maltraitance très grave. J'ai une cliente qui a témoigné, bon, c'était l'EHPAD Corian, c'est vrai, un AVC découvert 1 mois plus tard. J'ai un client, il arrive, il a témoigné aussi avec moi sur un plateau, il ouvre la porte, il voit son père avec un autre résident dans le même lit. Je ne sais pas si on réalise où on en est. Et encore, je précise une chose. Les parents de Madame Lévy étaient entourés, ils avaient des visites. Imaginez, moi j'ai quelqu'un qui m'appelle, qui me dit « Je suis au Mexique, je mets 7 000 € par mois justement pour que ça se passe bien. » Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? En fait, je pense que quand vous venez, si vous dites, voilà, je viens voir mon père, je viens voir ma mère à 15 h aujourd'hui, ça va. Ce qu'il y a, c'est en cas de visite inopinée que vous voyez, c'est même pas des dysfonctionnements, ce sont des maltraitances graves, parce que eux, ils se cachent derrière leurs petits doigts en disant dysfonctionnement mineur isolé. Il se trouve que moi, j'ai des centaines et des centaines d'appels. Je reçois des courriers anonymes qui me disent « Voilà un courrier anonyme, voilà toutes les photos, voilà les preuves, mais j'ai tellement peur des représailles que je vous demande de le garder pour vous. » Et ça, j'en ai beaucoup. La peur des représailles, l'intimidation, elle est constante. Ça s'apparente à une sorte de chantage, hein ? On peut enlever ça s'apparente, mais c'est plus les gens, on va leur dire oui mais vous avez peur vous-même. Je ne sais pas s'ils ont raison ou tort. Et j'aurais aussi un mot pour les salariés. Je reçois beaucoup de témoignages qui me disent aidez-moi, je travaille actuellement chez Orpea, je ne cautionne pas ce que je fais, mais j'ai besoin des 1 500 € qu'ils me donnent par mois parce que j'ai 2 enfants à nourrir. Mais je témoigne anonymement, donc moi je ne peux pas répondre à un courrier. Alors vous anonyme. recevez énormément d'appels, de courriels, de plaintes. Combien de dossiers allez-vous instruire vous-même ? Pour l'instant, je ne peux pas dire de nombre précis, on est encore dans les appels, mais pour l'instant, dans les signalements, quand je dis signalement, ça veut dire quelqu'un qui s'est adressé à mon cabinet pour Orpea, là on est à plus de 500. C'est énorme. Mais ça augmente tous les jours, c'est pour ça que le chiffre augmente tous les jours. Alors est-ce que les familles qui vous appellent, qui font appel à vous, est-ce qu'elles vous apportent des preuves de maltraitance ? Mais des preuves tellement formelles où je pense pas, enfin je pense avoir plutôt, si vous voulez être assez solide, même moi quand j'ouvre la pièce jointe, j'ai un mouvement de recul où je me dis non c'est pas possible. Hier j'ai reçu, c'était hier parce que le courrier, donc j'ouvre mon courrier tous les jours, enfin j'en ouvre le maximum, c'était anonyme et je pèse mes mots, surtout dans cette émission, on aurait dit un camp de concentration de la maigreur de la personne. Vraiment, une telle maigreur. C'est pas possible. Donc le mot maltraitance, ça paraît même trop faible. Parfois, il y a des dossiers où on va pour homicide involontaire. Donc, Et d'ailleurs, c'est l'énoncé des plaintes que vous allez ou que vous avez... ça dépend des dossiers. Il y a plusieurs chefs d'incrimination. Il y a des énoncés extrêmement lourds. Il y a homicide involontaire, non-assistance à personne en danger, violence par négligence, mise en danger délibérée de la vie d'autrui, bien sûr. Mais quand ils disent « nous avons les preuves qu'il ne s'est rien passé », je pense qu'il va falloir faire un peu preuve d'humilité et revoir ça comme. Parce que là, c'est une double peine pour les victimes. On leur dit en fait, vous n'avez rien vécu et vous racontez n'importe quoi. Donc oui, les preuves, je les ai, les familles les ont, c'est pas moi qui les crée, et ce sont des preuves accablantes. Le témoignage de Madame Lévy n'est pas isolé, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Pourquoi une telle dégradation ? Est-ce que c'est la logique financière j'ai pas d'autre explication. Quand vous avez une personne qui vous dit « est-ce que je peux avoir une biscotte en plus ?» et qu'on vous dit « non, vous c'est 2 biscottes, pas 3 »,
J'ai pas d'autre explication. Après, j'aimerais aussi rebondir sur quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais pourquoi vos clients ils portent plainte que maintenant? Pourquoi ils le font pas avant? C'est-à-dire qu'on les culpabilise de ne pas l'avoir fait avant. Les gens sont endeuillés, esseulés, et en plus, il faudrait qu'ils se justifient. Donc moi, ça, je pense que c'est une question à laquelle on n'a même pas à répondre, si vous voulez. Et pourtant, ces établissements, même privés, reçoivent des aides publiques. Non, mais même si les familles payaient que même 10 € par mois, ça ne justifie pas d'être maltraitant. Vous avez des gens qui ont Alzheimer à qui on dit « Non, mais vous foutez de ma gueule, vous vous souvenez pas de moi ». Vous voyez, ça, c'est quoi de faire ça? Qu'est-ce que ça rapporte comme argent? Non, mais si j'évoquais les aides publiques, c'est parce qu'elles devraient aider ces établissements, même privés. Déjà, quand on met à 12 bien 000 € par traiter mois, leurs on peut déjà donner une biscotte en plus à quelqu'un. On n'est pas obligé de... Enfin, vous voyez, là, on n'est même plus sur le luxe. Parce que quand on voit la brochure, moi, j'ai vu les photos des 3, c'est magnifique. Mais vraiment, c'est très joli. On se dit, mais là, vraiment... Pour que ma maman puisse sortir et puisse faire des visites Il y a dans une le piscine, jardin. On a luminothérapie. dû voir la directrice qui avait un petit chien. Et ma sœur lui a dit, mais vous avez un chien, mais vous sortez votre chien? Elle lui a dit, mais bien sûr, je sors mon chien matin et soir. Il dit, mais même ma mère, vous la sortez pas. Vous traitez même pas ma maman comme votre chien. Ah non, je pense qu'un animal est tellement quand même... c'était insupportable. Oui, évidemment. Mais et là, il a fallu à chaque fois qu'on aille, qu'on crie, Et encore, Madame Lévy a fait des démarches. Voilà, pour bousculer un petit peu et qu'ils considèrent effectivement tout ce qu'on disait. Donc j'ai une autre de mes sœurs qui faisait en sorte des associations, c'est-à-dire qu'on allait voir les parents des autres, on essayait de rencontrer les autres pour effectivement montrer que ça n'allait pas. C'était pas normal qu'on intervienne autant alors qu'on payait autant. C'était pas normal. Ça aurait dû être parfait en fait. Alors vous êtes avocate, Sarah Salman, avec ces plaintes-là à l'énoncé extrêmement dur, que risquent-ils ces responsables d'établissement? J'espère des sanctions pénales. Moi j'aurais aussi aimé, alors ça c'est plus d'un point de vue moral, des excuses pour les familles. Bon, je pense que de ce côté-là, on repassera, ça ne sera pas le cas. Les familles ne cherchent pas particulièrement de dommages-intérêts. C'est vraiment la reconnaissance du statut de victime et la dignité du parent qu'ils ont perdu. Pas d'excuses, c'est extrêmement révélateur d'un comportement. Je disais en préambule qu'il fallait que tout le monde, d'ailleurs, nous tous, nous posions la question de notre rapport à la vieillesse. C'est-à-dire, voilà, des personnes qui créent des établissements censés accueillir des personnes âgées qui ont moins d'autonomie que les personnes forcément plus jeunes et qui ne montrent aucune empathie à l'égard de cette population-là. Ça s'appelle une pompe à fric. Enfin, je veux dire, là, j'ai plus d'autres mots. Vous pouvez faire quelque chose de tout à fait humain. Moi, je ne dis pas qu'il faut fermer les EHPAD, on en a besoin. Mais je parle d'humanité et que la rentabilité ne prime plus sur le respect et la dignité des résidents, tout simplement. Avec le recul, Eliane Lévy, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Nous, on se culpabilise bien évidemment avec le recul d'avoir maintenu mes parents. D'un autre côté, quand on en reparle entre nous, on se dit mais on n'avait pas d'autre choix parce que d'aller ailleurs, c'était pareil. Et donc voilà, on pensait avoir fait le maximum pour eux. C'est clair que ça hante quand on a lu le livre et voilà, ça hante nos soirées en fait. Et en fait, j'interviens aussi aujourd'hui pour les personnes âgées d'aujourd'hui et ceux qui vont arriver et si on peut faire quelque chose pour cette catégorie de personnes, voilà, c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on est là. On a cité Orpea, mais il y a d'autres établissements incriminés. Effectivement, j'ai une action collective en cours contre Corian, qui est aussi un très grand groupe, et les faits sont assez analogues. Voilà. Sans rentrer dans plus de détails, ce sont les mêmes incriminations, des faits analogues, des prix peut-être légèrement moins chers, mais à la limite, voilà. La culpabilité, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. J'entends des clients me dire « mais je m'en veux tellement ». Mais comment s'en vouloir? Vous mettez 10 000 € par mois et vous vous en voulez. Mais ça, c'est faire le maximum. Vous avez fait le maximum. Ça, je tiens à le dire, ne pas culpabiliser. C'est toujours la victime qui culpabilise dans cette société, si vous regardez. Donc c'est un problème vraiment à l'échelle nationale, on en reparlera. J'ai même entendu sur une radio, mais ça n'a pas été encore démontré ni prouvé, qu'il y aurait un scandale qui s'ajoute à ce scandale-là. Des rétrocommissions auraient été versées. Donc là, des ARS seraient peut-être impliqués, mais je n'en dis pas plus parce que la preuve n'est pas apportée. Il y a une enquête qui est menée, donc je pense qu'on en parlera à nouveau et dans cette émission, et évidemment sur tous les médias. Merci beaucoup, Eliane Lévy, d'être venue témoigner. Merci, Maître Sarah Salman, d'être venue sur le plateau de RCJ. Si les EHPAD sont à ce point défaillants, comment les familles peuvent-elles suppléer pour la prise en charge de leurs aînés? Nous poserons la question à nos prochaines invités après cette seconde pause. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ.
Et nous poursuivons notre émission sur le scandale des EHPAD qui a contraint le gouvernement à réagir. On l'a vu avec Églantine. Mais il faut dire que l'exécutif, pour être honnête, s'était déjà penché sur la question, Laurence Goldman. Oui, en septembre dernier, le gouvernement de Jean Castex affiche sa volonté de se mobiliser en faveur de cette population aux besoins spécifiques. Plus de 400 millions d'euros de nouveaux financements vont être mis en place cette année pour venir en aide aux seniors. Sur ce total, 240 millions seront affectés aux services d'aide à domicile. Ces auxiliaires de vie verront leur rémunération augmenter s'ils s'engagent dans une démarche de qualité en assurant par exemple des prestations le soir et le week-end. Le gouvernement a par ailleurs sanctuarisé dans le budget 2022 de la Sécurité sociale des financements pour augmenter les effectifs dans les EHPAD. L'objectif est d'atteindre 10 000 postes supplémentaires de soignants d'ici 5 ans. Le gouvernement va également instaurer un nouveau système de rémunération pour les soins infirmiers à domicile afin que les professionnels concernés puissent passer plus de temps auprès des plus âgés. Il entend dans le même temps généraliser les astreintes de nuit pour les infirmiers dans tous les EHPAD, mais aussi garantir la présence d'un médecin coordinateur au moins 2 jours par semaine dans toutes les structures qui accueillent des personnes âgées. Et dans la foulée, le gouvernement a pris une série d'initiatives pour améliorer la qualité des services proposés aux seniors. Oui, dès septembre encore, le gouvernement a affiché sa volonté de développer les métiers dédiés à l'accompagnement du grand âge en les rendant plus attractifs, car d'ici 3 ans, la France comptera 1 million de personnes âgées supplémentaires, dont 100 000 qui seront en situation de perte d'autonomie. Grâce à une campagne de communication en direction des jeunes menée sur les réseaux sociaux, il s'agit d'attirer les candidats vers des professions d'aide-soignants, d'infirmiers ou encore d'auxiliaires de vie. 350 000 postes devront en effet être pourvus en 2025. Et puis, juste avant que n'éclate le scandale Orpea, le gouvernement a voulu, le 21 janvier dernier, donner un coup de pouce afin de rénover et de moderniser les résidences autonomie et les habitats inclusifs et de créer de nouvelles structures d'accueil. 45 millions d'euros seront ainsi affectés à ces nouveaux chantiers qui permettront d'élargir l'offre, mais aussi d'en améliorer la qualité tout en l'ajustant aux besoins. Les résidences autonomie sont des solutions intermédiaires entre l'EHPAD et le maintien à domicile. Quant aux habitats inclusifs, ils permettront de faire cohabiter dans un même lieu des personnes âgées et d'autres catégories de population, des personnes handicapées par exemple, avec le soutien d'animateurs et de bénévoles. L'idée est de faire de ces EHPAD nouvelles formules des lieux ouverts sur l'extérieur. Merci Laurence. Nathalie Lévy, bonjour. Nathalie Cohen. Bonjour Paul Amar. Bonjour, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. J'ai votre dernier livre entre les mains, publié par les éditions du Rocher, Courage au cœur et sac au dos, prendre soin de ses aînés. Nathalie, vous n'avez pas attendu ces mesures pour décider d'aider votre grand-mère, Rosine, tout en travaillant. Oui, mais vous savez, tout ça est guidé par évidemment une éducation, une forme d'atavisme. Je me considère pas du tout comme une aidante, mais comme une aimante depuis le premier jour. En fait, depuis le moment où elle a eu besoin de nous, effectivement, cette grand-mère que j'ai tant aimée, à un moment devient dépendante. Elle continue de vivre à son domicile. Il ne fait pas de pli qu'elle va vieillir à son domicile, dans ses meubles, dans ses odeurs, dans ses parfums, dans ses habitudes. Et donc, on met en place une sorte de relais, ma tante, ma mère et moi le matin, parce que je travaillais en soirée. Et donc, tous les matins, j'étais chez elle, effectivement, tant pour la soigner sur le plan physique que la soigner sur le plan, j'allais dire, cérébral, parce que c'est très important, évidemment, l'inclusion. Quand on parle d'inclusion, et ces nouvelles mesures, elles sont importantes, c'est sur le plan cérébral qu'il faut faire travailler nos aînés. Bien sûr, le physique, mais il faut travailler leur mémoire, il faut travailler le dialogue, il faut travailler l'interaction, évidemment. C'est comme ça qu'on les maintient en vie, c'est comme ça qu'on les maintient dans nos sociétés. Et oui, c'était une évidence pour nous qu'on allait fonctionner comme ça. Ça a été parfois compliqué parce que être aidant, c'est c'est un statut à part entière, en fait. Et en fait, vous étiez trois co-aidantes, vous faisiez les 3-8, quoi, pour votre grand-mère. Oui,
Oui, c'est ça, c'est ça. Mais parce que vous savez, les agences d'emploi aux personnes, vous connaissez, vous voyez, ces agences qui fleurissent un peu partout dans nos villes, c'est très bien, mais ça veut dire qu'on laisse nos aïeux, nos grands-parents, les êtres qui nous sont chers à des personnes qui sont étrangères, et on n'a pas le même rapport, même si ces auxiliaires de vie, elles ont besoin d'être vues aujourd'hui, d'être dans une voie d'excellence. Il le faut parce que, vous l'avez dit, les chiffres en parlent, la population vieillit inexorablement, et donc il faut revaloriser ces filières. C'est le b.a.-ba, parce que si on requalifie ces professionnels-là, on pourra soigner nos anciens. C'est le seul moyen. Voilà. Parce que nous, les aidants, la famille, on est un peu court en disponibilité, vous le comprenez bien. Donc il faut effectivement revaloriser ces filières, en faire des filières d'excellence, les sortir de la pénombre, c'est tant au niveau de la formation qu'au niveau du salaire, bien entendu. Alors évidemment, il faudrait surtout ne pas culpabiliser les familles qui placent l'aîné dans un EHPAD, parce Bien que entendu. parfois c'est extrêmement difficile de prendre en charge son aîné, et il ne faut pas nier les difficultés qui ont été d'ailleurs les vôtres, parce que au fond vous aviez 3 vies en une, votre vie maritale, celle d'épouse et celle de maman, votre vie professionnelle, et là vous êtes ma consoeur, et je sais que parfois c'est extrêmement lourd, et ça induit même des tensions professionnelles, et votre vie de petite fille aidant la mamie Rosine. Comment parveniez-vous à avoir ces 3 vies? J'imagine qu'il y avait parfois des tensions ou au bureau ou même chez vous. Oui, oui, Paul, évidemment, il y a eu aussi beaucoup de non-dits. Ne pas l'assumer, c'est aussi le lot des aidants qui n'assument pas leur statut. 78% ne le disent pas. Faut savoir que 57% des aidants familiaux sont des femmes. Souvent, la distance géographique entre le foyer du senior, de la personne du grand âge, et de l'aidant, c'est au-delà de 100 km. Ça peut être 200 et évidemment plus. Donc, c'est beaucoup, évidemment, de sacrifices, beaucoup de temps passé sur les routes, beaucoup de fatigue morale, physique, etc. Et c'est beaucoup de compromis. Vous savez, aujourd'hui, il y a un congé aidant qui existe, qui a été mis en place il y a un peu plus d'1 an maintenant, avec une rémunération, enfin en tout cas un dédommagement, on appellera ça plutôt comme ça. Le problème, c'est que les aidants, ils n'osent pas se déclarer, ils n'osent pas aller dire à leur employeur, bah écoutez, moi je suis aidant, j'ai mon papa ou ma maman ou mon grand-père, que sais-je, dont il faut que je m'occupe, ou même un enfant handicapé. Ça va durer peut-être 2 ans, ça va durer peut-être une vie. Ils n'osent pas. Et pardon Nathalie, mais vous-même, oui, si vous arrivez en retard, par exemple quand vous étiez à Europe, vous ne disiez pas pourquoi? non, parce que c'est pas bien vu dans l'entreprise, Paul. C'est pas bien vu. Il y a toute une éducation à faire aujourd'hui, dès l'école, dès le plus jeune âge, dès l'entreprise, dès la faculté même, pour éduquer, rééduquer, apprendre à nos employeurs, à nos enseignants, que l'aidance, ça tape à toutes les portes à un moment de notre vie et sans prévenir. Un jour aidant, un jour aidé. Et donc, il faut familiariser les entrepreneurs, les entreprises, les patrons avec ça, avec ce dispositif qui, de toute façon, on ne peut pas faire du bricolage ad vitam aeternam. Aujourd'hui, la population la plus âgée dans le monde, ce sont les Japonais. Mais nous, on n'est pas très très loin du compte, hein. Vous savez, les chiffres, ils sont édifiants. Donc, on y va vers ce vieillissement de la population. Comment on va faire, nous, les enfants, les petits-enfants? On ne peut pas tous placer nos parents. D'abord, on n'en a pas tous les moyens, parce que ça coûte cher. Un EHPAD aussi, et les EHPAD privés, on en a parlé, ça fait 15 jours qu'on en parle. Donc, mais quand on veut les garder à domicile, et si on ne peut pas avoir un turnover dans la famille, ça veut dire un turnover avec des aides et des auxiliaires à domicile. Et ça, c'est un coût. Pourquoi? Non pas parce que ces femmes, elles sont bien payées ou surpayées, mais parce que ces agences, eh bien, évidemment, elles se rincent sur leur dos, pour dire les choses très franchement. Et que 24 € de l'heure, c'est excessif pour une famille, pour payer quelqu'un à domicile pour son propre parent. Et c'est la raison pour laquelle on les appelle parfois les invisibles, ces aidants. Absolument, c'est invisible. C'est pour ça qu'il faut changer de paradigme. Il faut revoir la valeur de la vie humaine. Selon moi, on est au moment dans une sorte de marchandisation du lien social. Ça fait peur, ça effraie. Les services ne sont pas coordonnés entre eux. Il faut revoir l'offre de services en fonction des territoires. Vous savez, au Danemark, ça se passe dans les municipalités. Ça se passe sur le plan municipal. Là, au Danemark, nos seniors, nos vieux sont les plus heureux, la population la plus heureuse au monde. C'est là-bas que ça se passe parce qu'il y a l'inclusion, il y a effectivement l'intergénérationnel qui joue à plein. Et puis, tout est fait en termes de prévention. Les passages... C'est bête, hein, mais les passages piétons, ils sont organisés aussi pour les seniors, les escaliers, les rampes dans les magasins, tout ça est mis en place pour que les seniors puissent continuer à être dans la vie. Nathalie, moi, j'ai le sentiment qu'un monde sans aînés serait un monde inhumain, et donc c'est vrai, si je peux faire un tout petit peu la lumière là-dessus, je le fais. Et vous le faites brillamment, d'une façon pertinente. Nathalie, votre grand-mère, et c'est formidable, a vécu presque 100 ans.
Très honnêtement, si votre famille avait décidé de la placer dans un EHPAD, est-ce que la longévité aurait été la même? Non. On a évidemment perdu beaucoup en perdant ma mamie il y a quelques semaines maintenant. Ma mamie, les fondations de mon édifice. J'ai le sentiment d'être une apatride aujourd'hui, mais à la fois je suis riche de ça, et je suis riche de ça parce que de tout ce qu'elle m'a apporté, ses connaissances, ses parfums, ses histoires, ses souvenirs. En EHPAD, vous savez déjà, on y rentre en moyenne, la durée de vie, c'est 2 à 3 ans. Donc voilà, la dégénérescence, vous savez ce que c'est, Oui. c'est comme ça beaucoup que ça se passe, cette apathie, cette malnutrition, etc., pas de stimulation. Donc 2 à 3 ans, et 92% des Français veulent vieillir à domicile, chez eux, dans leurs parfums, dans leurs odeurs. Merci. Et voilà, tout est dit. Je pense que évidemment, elle aurait tenu, comme j'allais dire, ses congénères, 2 à 3 ans, pas plus. Ils sont à peine 1 sur 5 Merci. à, de leur plein gré, aller en EHPAD, pas plus. Merci Nathalie Lévy. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Courage au cœur et sac au dos. C'était d'ailleurs une formule de votre mamie, comme vous dites, Absolument. Rosine. Merci encore. Ouais. Nathalie- Merci infiniment, Paul. Merci beaucoup, bon Paul. courage. À bientôt. Nathalie Cohen, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directrice générale de Senior Compagnie, c'est le titre de la société donc à Saint-Mandé, et c'est une société qui propose de l'aide à domicile. D'abord une question un peu personnelle, pourquoi ce choix de... Alors, je pense que tous les gens qui font ce métier ont une histoire personnelle derrière, et c'est intéressant que vous posiez la question. Je dirige effectivement 3 agences sur le Val-de-Marne qui s'appellent Senior Compagnie, qui appartiennent à un réseau qui a été fondé par un monsieur qui s'appelle Monsieur Urtiger il y a une quinzaine d'années, au moment où effectivement plusieurs services d'aide à domicile pour personnes dépendantes ont vu le jour, parce que c'était au moment de la loi Borloo. Personnellement, moi, j'ai fait ce choix un petit peu comme... Madame Lévy qui a témoigné, Madame Lévy qui avait ses parents, Eliane Lévy qui avait ses parents à Orpea. Moi, ma grand-mère paternelle a vécu jusqu'à 104 ans. Mon autre grand-mère maternelle jusqu'à 98 ans, comme on dit en yiddish, Kanaïnoré. Et c'était une galère. Et en entre séfarade, on guillemets. dit jusqu'à 120 ans. Voilà, exactement. C'était une galère à cette époque-là pour trouver un moyen de les faire garder. Enfin, garder, c'est pas le mot juste, mais pour s'occuper d'elles à domicile. Et du coup, on s'était tourné vers l'Orpea. C'est comme ça que j'ai connu Madame Lévy qui a témoigné. Et c'était magnifique et c'était splendide. Mais évidemment, on va pas revenir sur ce qu'elle a dit. C'était pas convaincant au niveau de la prise en charge. Donc moi, j'étais pas dans cette partie-là, dans ce métier, mais j'ai choisi de m'intéresser à ce métier parce que je considérais que nos grands-parents, nos parents ont une histoire. Avant d'être des personnes âgées dépendantes, elles ont été des personnes comme nous, travaillant Absolument. actives. Alors, il y a le placement en EHPAD, on en a vu les conséquences, on en a longuement parlé. Il y a le maintien à domicile de la personne quand c'est possible, quand la famille peut s'en occuper, mais parfois c'est difficile pour elle. Et donc, vous proposez une 3e voie. Alors, précisément, quel service proposez-vous? Alors, c'est vrai, quand on demande à une personne où souhaitez-vous vieillir, et je suis sûre que si on nous demande ça à nous aujourd'hui, on dit chez nous, on veut vieillir chez nous. Clairement. Donc le service qu'on propose, c'est vrai que, alors je vais revenir sur ce qu'a dit Nathalie Lévy, journaliste avant, lorsqu'elle a dit les services à domicile seraient sur le dos des aînés. On ne parle pas de gros financeurs, de financiers comme il y a chez Orpea ou chez Corian. Là, on parle de structures privées. Oui, vous n'êtes pas adossé à des fonds de pension. On n'est pas adossé à des fonds de pension, on n'a pas de compte à rendre à des financeurs. À des actionnaires. Etc. Donc, je vous assure qu'à 24 € de l'heure, il faut payer, c'est vrai, les salariés qui sont mal payés. C'est un métier qui est très peu reconnu. Pardon, mais dans certaines régions du Sud, je me profite aussi un petit peu pour répondre à Nathalie, 1 heure de ménage, c'est plus de 25 €. Hein. Oui, en plus, Donc voilà. Le ménage, uniquement le ménage. Uniquement de ménage. Là, on ne parle pas. Les services qu'on propose à domicile, c'est de l'aide à la toilette, c'est de l'aide à s'habiller. Là, c'est sur des aides humaines techniques, on va dire, de l'aide aux sorties, à la préparation des repas. Mais il y va même au-delà de ça. Il y a de la stimulation cognitive, il y a de la compagnie. Et c'est vrai que malheureusement, tout à l'heure, Madame parlait des financements qui vont être mis en place. Alléluia, j'ai envie de dire, parce que ça fait des années qu'on attend que Est-ce que vous êtes aidé par l'État? Les personnes âgées sont aidées par l'État.
l'État via l'allocation personnalisée d'autonomie. Nous, on ne reçoit pas de subvention, on est entièrement contrairement privé. aux EHPAD. Contrairement aux EHPAD, contrairement aux associations. Nous, on est entièrement privé. Donc, les personnes ont une partie de leur dépendance qui est financée par l'APA, mais je vous assure que ça ne couvre pas tous les besoins. Alors, quand j'entends les gouvernements qui font chaque année, c'est régulier, enfin, ça revient régulièrement, oh, mais on est scandalisé par ce qui se passe dans les EHPAD, ou alors, effectivement, avec l'allongement de la durée de vie, il faudrait faire quelque chose sur le plan financier. Mais la dernière loi grand âge a été enterrée, pardonnez-moi cette expression, mais Madame Buzyn était sur ce dossier, le projet de loi a été enterré. Le rapport Libault, qui justement faisait état de tout ce qui se passe au niveau de la dépendance et des financements qui sont vraiment importants, qu'il faudrait débloquer, on n'en parle plus aujourd'hui. Alors, très franchement, quand vos collaboratrices ou collaborateurs vont voir la personne âgée, est-ce qu'il s'agit simplement de lui donner à manger, de faire le ménage et de lui donner ses médicaments, ou est-ce qu'il y a un peu plus quand même, de l'empathie, de la présence, de l'échange, parce que Dieu sait si c'est important de pouvoir parler et écouter l'autre. Tout à fait, c'est très important et je voudrais dire qu'effectivement les gens n'ont pas à culpabiliser de faire appel à des personnes parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même, on ne peut pas tout faire pour ses parents ou pour ses grands-parents et puis chacun doit avoir sa place. Donc une personne étrangère qui vient, déjà qui choisit ce métier, elle ne le choisit pas pour l'argent forcément, elle le choisit parce qu'elle aime ce métier et elle crée, moi je vous assure Paul Amar, quand on voit qu'on s'occupe depuis 1 an, 2 ans, 5 ans de personnes âgées et que cette personne est là, on s'efforce de faire en sorte qu'elle s'attache à son auxiliaire de vie ou à plusieurs auxiliaires de vie. Quand elle disparaît, on voit les auxiliaires de vie qui sont vraiment dans un état. Là, il y en a cet après-midi, il y en a 2 qui vont au cimetière parce qu'une de leurs anciennes bénéficiaires Donc il y a une vraie relation humaine qui s'établit. Tout à fait. Entre la personne aidée et l'aidant. Absolument. Il y a une vraie relation qui s'établit et la personne aidée fait appel à nous parce que sa fille ne peut pas ou son fils réaliser une toilette pour sa maman ou faire des actes comme ça, c'est pas possible. Puis les gens travaillent aussi, donc ils font appel aussi à nos services parce qu'ils peuvent pas s'occuper de. Alors vous êtes une société, une compagnie, puisque c'est le nom de la compagnie, c'est une compagnie privée. Évidemment, il faut faire une marge, c'est normal, comme dans toutes les sociétés et les entreprises. Est-ce que vous ne craignez pas, pour reprendre l'expression de François de Closet, on est dans le monde du toujours plus, de succomber à votre tour dans cette logique financière ? Alors, je vais vous dire Comme les EHPAD, manifestement, c'est clair, de tout ce qu'on nous raconte, il est clair qu'ils sont soumis maintenant à cette logique du toujours plus, quoi. Alors, on n'est pas au même niveau. Hein. Alors, après, effectivement, moi, je parle de Senior Company parce que je connais et parce que c'est ma boîte. Hein, voilà, en tout cas, les agences que je dirige. Et puis, j'ai d'autres confrères France entière et dans la région parisienne qui en ont aussi. Nous, au niveau auquel on le fait, et je pense qu'il y a même des enseignes concurrentes qui le font aussi, on n'est pas dans ces niveaux-là de rentabilité. Voilà, ça reste tout à fait raisonnable. On paye nos salariés, on paye nos charges et puis on fait manger quand même des personnes. Hein, voilà, donc. Merci beaucoup Nathalie Cohen. Je rappelle le nom de votre entreprise. Ça peut intéresser nos auditeurs, nos auditrices. Senior Company, et vous êtes dans l'Est de... Voilà, et je rajouterais même qu'en plus, Senior Company Val-de-Marne, en plus des financements qu'on cherche au niveau national, on travaille beaucoup avec les organismes comme le CASIP, la Clems Conférence, voilà, pour maintenir aussi, pour financer le maintien à domicile, et ça c'est important de le dire sur cette antenne. Merci beaucoup Nathalie Cohen, et en tout cas merci mesdames. Il est temps dans cette émission sur le 3e ou 4e âge de donner la parole à celles qui en sont privées dans les EHPAD. Janine Boissard a 89 ans, auteure à succès, virtuose d'un style simple pour Paris Match, plume inoxydable pour Le Figaro. Inoxydable, c'est bien le terme. Janine Boissard nous rejoindra dans un instant. La société, la nôtre, a considérablement évolué et que les seniors ne sont plus ce qu'ils étaient. Effectivement, les 3/4 des retraités partent désormais à la retraite dès qu'ils en ont la possibilité. Ils ont envie de profiter le plus longtemps possible d'une vie sans travail. Ça tombe bien. Le temps de retraite est désormais de plus en plus long. Il a quasiment doublé en 50 ans pour atteindre une moyenne de 24 ans. Et la retraite aujourd'hui n'est plus synonyme de vieillesse. L'état de santé d'une personne de 70 ans aujourd'hui n'a rien de commun avec ce qu'on pouvait voir il y a 50 ans. D'après l'INSEE, la courbe du bien-être selon l'âge atteint son apogée entre 65 et 70 ans. La société Harmonie Mutuelle nous apprend également que 89% des personnes
personnes de plus de 70 ans se déclarent heureuses, dont 37% très heureuses. Et de la même façon, l'image du retraité qui cultive son jardin est aujourd'hui dépassée, non ? Oui, si les retraités vivent de plus en plus vieux, ils ont aussi plus de moyens qu'à l'époque. Il existe d'ailleurs un pic de consommation entre 60 et 64 ans pour les dépenses d'équipement du logement. C'est le moment où les couples déménagent pour retourner dans leur région d'origine ou transforment leur résidence secondaire en résidence principale. À noter aussi que les retraités sont aujourd'hui de plus en plus connectés et au fait des nouvelles technologies. Et ils participent activement à la vie civique. 40% des retraités adhèrent à une association. Elle peut être sportive ou culturelle. D'ailleurs, un responsable associatif sur 2 est un retraité. Il n'hésite pas non plus à s'engager dans la vie politique locale. Les plus de 60 ans représentent 42% des maires et 51,5% des conseillers généraux. Et là où ils sont les plus actifs, c'est au sein de leur propre famille. Oui, tout à fait. Les grands-parents représentent 4% de la garde des enfants de moins de 3 ans. Ils représentent également 11% des gardes du mercredi et 5% des gardes de sortie d'école pour les 3 à 6 ans, soit un volume d'heures hebdomadaire équivalent à celui des assistantes maternelles. Merci Margot. Bonjour Janine Boissard. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Et moi aussi, parce que je vous aimais beaucoup. Vous êtes j'ai plein de souvenirs avec vous. Merci en tout cas d'être là. Je sais que vous êtes confié récemment à Sandrine Seban dans sa belle émission culturelle qu'elle propose sur RCJ. Donc on est ravis. D'ailleurs, c'est elle qui m'a dit invitez Janine Boissard. Donc, et elle a eu raison parce que j'ai commencé à lire votre livre. Que je vais finir ce week-end, parce qu'on vous invitait hier. Donc, on a reçu votre livre, j'ai commencé à le lire. C'est magnifique. Donc, je ne vais pas déflorer l'histoire. Ça s'appelle « Ne pleure plus Marie ». C'est publié par Fayard. Ça commence par un échange épistolaire absolument magnifique, très bien écrit. Donc, voilà, ça sera ma lecture du week-end. Je dis pour vous présenter à nos auditeurs et auditrices que vous avez publié plus de 50 livres. 60 et quelques. D'ailleurs, si je ne souffrais de rien à mon âge, ça ne serait pas normal. J'ai très mal au dos parce que depuis 70 ans, j'écris à la plume. C'est à plume. Et l'après-midi, vous tapez à la machine. À une machine. La machine à écrire traditionnelle. Une tellement vieille machine on est 5 en réserve parce qu'on ne la trouve plus. Vous savez, un jour, j'ai fait une émission quand j'étais sur Paris Première avec Eodi Menouin et j'ai fait une gaffe. À l'époque, c'était le jour de son anniversaire. Donc moi, je lui souhaite bon anniversaire. J'ai vu son visage un peu se figer, parce que j'ai dit son âge, et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas dire l'âge. Mais aujourd'hui, on l'assume, notre âge. Ah ben moi, même... Je peux le dire, là. Alors, plus jeune, je me rajeunissais. Maintenant, je me vieillis. Parce que j'ai presque 90, c'est comme si je les avais. C'est magnifique, 90 ans, presque 90 ans. Auteur à succès, ça je l'ai dit à plusieurs reprises, loué par la critique. C'est ça qui me porte, si vous voulez. Clairement. C'est l'écriture, mais c'est bien autre chose, c'est les rencontres. Et ce qui permet d'être jeune, c'est ça, c'est les rencontres, c'est bouger. Je continue à aller dans les fêtes du livre. Vous y allez dans les salons du livre. Et puis, par l'intermédiaire de la personne qui gère sur les réseaux sociaux, parce que ça prendrait trop de temps, je suis allée récemment chez une personne pour voir les paysages environnants. C'est magnifique. Voilà. Et vous rapportez cette très belle phrase de Braque. Voilà. Elle est très belle. L'art est une blessure devenue lumière. Et votre lumière, c'est l'écriture. Et ma lumière, c'est l'écriture. Et la blessure, c'était dans mon enfance de ne pas être reconnue par ma famille. Voilà, parce que votre siècle, je dis vous avez traversé le siècle, mais il a plutôt mal commencé pour vous. Oui, voilà. J'avais une famille formidable, de très grande bourgeoisie, très aimant, mais les parents, maman ne s'occupait pas de nous. C'était la belle dame qui venait nous embrasser le soir, en robe du soir, vous voyez. Et vous en souffriez? Non, je souffrais de son manque de tendresse. Elle ne savait pas, on ne lui avait pas appris. Et moi, j'en souffrais particulièrement parce que j'avais 4 sœurs et un frère, mais j'étais la pas pareille, la dissipée. Et donc, j'ai été dans toutes les pensions du monde. C'est ça. Et en souffrant beaucoup, beaucoup. Et souvent, parce que la blessure qui était la vôtre a fait de vous une rebelle. Dieu merci pour nous aujourd'hui, lecteur de vos ouvrages, parce que vous étiez renvoyé des pensions. J'étais renvoyée un peu de partout parce que je ne faisais que du français. J'étais la meilleure en français, la meilleure en écriture, la meilleure, mais le reste, ça ne m'intéressait pas. Et déjà, je me disais un jour, à l'époque, je serais une grande pianiste, parce que je jouais du piano avec une élève de Marguerite Long, qui était une grande, grande pianiste. Et puis, j'ai renoncé parce que le jour de la grande audition, mes doigts sont devenus du plomb. J'ai pas pu. Stress, je me souviens, Marguerite, l'homme dit Janine Boissard, respirait et revenait jouer. Et j'ai pas pu. Et j'ai quitté l'endroit, je suis allée au Bois de Boulogne, j'habitais tout près du Bois de Boulogne, et je me dis, je serai écrivain et je mettrai la musique dans mes livres. Et vos mains ont bien tenu la plume, pour le coup, et vos doigts n'ont pas été stressés par le fait d'écrire, ce qui fait que le matin, vous écoutez de la musique classique, parce que vous restez fidèle à cette passion-là musicale.
Oui, c'est-à-dire que quand je me réveille... Racontez-nous votre journée. À quelle heure vous réveillez-vous? Alors 6 heures, maintenant c'est des grasses matinées, avant c'était beaucoup plus tôt. 6 heures, gros petit déjeuner, en écoutant de la musique classique, pour me mettre en état d'émotion. Oui. Et puis après, j'écris à la plume 3-4 heures. 4-5 heures, je veux dire, et l'après-midi... Mais alors, pardonnez-moi, parce que Lou Cohen m'a donné de très belles précisions sur vous. Donc, quand vous écrivez, vous restez dans votre lit, parce que vous aimez bien... Ah ben, j'ai un lit bureau, un énorme lit bureau, avec pas d'ordinateur, parce que j'ai pas d'ordinateur, avec mon téléphone, avec mes pages, avec, voilà, une lampe qui m'éclaire. Oui. Et voilà, et là, vous écrivez, à ce moment-là. Et une des choses marrantes qui me sont arrivées, c'est qu'un jour... on a sonné, je suis allée ouvrir, j'étais en robe de chambre, etc. Et la personne m'a regardé avec des grands yeux. Voilà. Donc, ensuite, vous quittez votre lit, vous déjeunez, et l'après-midi... Et l'après-midi, alors je me balade aussi, je sors un peu, mais il faut que je marche. Vous vivez dans une maison, et il y a un jardin? Non, j'ai un grand appartement dans le 16e, près de là où je suis née. À Paris, et sans beaucoup de bruit, près du bois de Boulogne. Très bien. Donc là, vous sortez quand même un peu vous promener? Je sors, bien sûr, je vais faire les courses. Oui. Après, je me fais un déjeuner, c'est tout simple à mon âge. Je dors. Et puis je réécris, voilà. Et c'est tout ça qui, je pense, c'est ça qui me permet de vivre bien encore. C'est ça et la curiosité. J'étais très curieuse quand j'étais petite, tellement curieuse qu'un jour, à un dîner chez mes parents, un grand dîner, je m'étais cachée sous la table pour voir. C'est extraordinaire. Voilà, plein de choses comme ça. Je voudrais quand même juste dire quelque chose à propos de ce qu'a dit la personne. Allez-y, pour donner une idée au gouvernement. Allez-y. Peut-être qu'elle l'a suggéré. Pourquoi, c'est Laurence Goldman, oui, qui parlait du gouvernement tout à l'heure. Pourquoi ne ferait-on pas des appartements avec une personne qui resterait pour une soignante, avec 3-4 personnes? Mais vous ne croyez pas si bien dire, Jeannine Boissard, ça commence à exister. Voilà. Ça s'appelle les colocs. Ça s'appelle les colocations intergénérationnelles. Et ça va, à mon avis, se développer. Mais avec des très vieilles personnes. Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs jeunes qui vivront avec une ou des personnes âgées, et tout ce beau monde vivra ensemble. Voilà. Et donc, du coup, il y aura une solidarité naturelle. On va réinventer le kibbutz, même dans nos sociétés occidentales. Parce que le kibbutz faisait ça. Mais c'est une très belle idée. Oui. Et il y a des jeunes qui commencent à vouloir développer cette idée-là pour que, justement, la personne âgée ne soit plus seule et puisse être aidée par des plus jeunes. Ça s'appelle tout simplement la solidarité. Formidable. Voilà. Bien sûr. André Moreau avait une magnifique phrase que j'essaie de retrouver tout en vous écoutant. Et c'est en vous écoutant que j'y pense. Le vrai mal de la vieillesse, ce n'est pas l'affaiblissement du corps, c'est l'indifférence de l'âme. Autrement dit, vous, ce qui vous permet de tenir, c'est que vous avez une âme, ça se voit d'ailleurs dans votre regard, absolument magnifique, curieuse de tout. Voilà, c'est la curiosité, c'est la passion. Puis, attendez, je ne vais pas mourir tout de suite parce que j'ai appris récemment que dans la tombe à côté de la tombe de Toutankhamon, il y en avait peut-être une autre. C'est-à-dire qu'avec des sonars, on a réussi à voir un vide, etc. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, c'est votre prochain livre, Après ne pleure plus Marie. Non, c'est pas ça, mais j'ai envie de savoir, comme j'ai envie de savoir ce que deviendront certains de mes petits-enfants, si vous voulez. Ce qui est très beau, c'est que, enfant, vous refusiez la pension, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous refusez la pension qu'on appelle l'EHPAD. J'ai pas besoin. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai des enfants merveilleux qui me garderont à domicile. Bien sûr, il n'est pas question, je serai à domicile. D'ailleurs, on pousse les gens à rester à domicile. Bien sûr, je resterai à domicile, jamais je n'irai. C'est parce que j'ai beaucoup de chance. Hein. Il y a des gens qui disent, on a que cette solution. Donc, je m'estime très, très gâtée. Et vous êtes assez autonome pour vous réveiller tôt, écouter la radio, prendre votre petit déjeuner gargantuesque apparemment. Gargantuesque, avec de la confiture d'abricot que m'envoient mes lecteurs. Parce que j'aime bien la confiture d'abricot faite maison. Ma mère faisait la confiture d'abricot, mais elle mettait des amandes dans la confiture. Et je cherche cette confiture-là que je n'arrive pas à trouver. Est-ce qu'il y a des amandes dans la vôtre? Mais Paul, il faut aussi mettre un petit zeste de citron. Je vous assure. Ça donne un goût faramineux. Écoutez, je vais suivre votre conseil tout en mettant un peu de fleur d'oranger dans mon café. Jeannine Boissard, merci beaucoup d'être passée nous voir. Je rappelle le titre de votre dernier roman et franchement, je vous recommande la lecture de ce magnifique roman, Ne pleure plus Marie. C'est publié par Fayard et on attend votre 62e livre. Je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit 50. Voilà. 60. Merci encore, Jeannine Boissard.
Ben justement, on parlait d'intergénérationnel. Donc, on passe de Janine Boissard, 90 ans, à Grimpe, qui est une toute jeune fille, et qui va nous proposer le dessin de la semaine, qui va le décrire, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de RCJ. Grimpe, allez-y. Bonjour d'abord. Bonjour. Alors, le dessin que j'ai réalisé aujourd'hui revient sur les déclarations que Salah Abdeslam a faites hier pendant le procès. Et il a dit qu'après avoir expliqué que parce qu'il ne s'était pas fait exploser, il faudrait que la justice soit un peu plus douce avec lui, qu'il ne représentait absolument aucun danger pour la société. C'est donc le titre de mon dessin, sur lequel on voit Abdeslam avec une ceinture d'explosifs autour de la taille et qui dit « Je n'appuierai pas sur le bouton, promis ». Et voilà, je pense que c'est la grande question dans ce genre de situation. Eh ben, vous l'avez très bien vu et très bien décrit avec ce mensonge éhonté de cet homme dont moi je ne refuse de prononcer le nom, de ce salopard qui prétend ne pas être un danger. Il suffit simplement de comptabiliser aujourd'hui toutes les menaces de mort proférées à l'encontre de nos confrères et nos consoeurs, des journalistes, à l'égard des policiers, à l'égard des femmes et des hommes politiques, pour savoir que tous les salafistes sont encore très dangereux pour notre société, ces fascistes islamistes. Merci beaucoup Grimpe pour ce dessin et pour la présentation de ce dessin. Cette émission est terminée. Je vais souhaiter un très bon week-end d'abord à Janine Boissard et ensuite à vous toutes et à vous tous à vendredi prochain. Au revoir.